Elodie, elle est de retour pour parler encore et toujours des choses à mettre en place, des choses à ne pas mettre en place, des choses pour se protéger, pour être sûr qu'on peut exercer notre métier le plus tranquillement possible. Et parfois, on a eu un sujet sur lequel on était d'accord qu'il fallait quand même en parler un petit peu, parce que notre plus gros problème est parfois pas nos clients. On va parler de la concurrence déloyale. Exactement. C'est un vrai sujet. Et puisque on a parlé la dernière fois déjà un petit peu des conditions générales de vente, d'ailleurs, le prochain épisode, on va que parler de ça, on va quand même commencer par ce sujet-là parce que tu m'as bien fait comprendre que les conditions générales de vente t'appartiennent Tout à fait. et que personne n'y touche. Exactement. Dis-moi, comment faire? Exactement. Bon, alors du coup, effectivement, aujourd'hui, on parle de concurrence déloyale et le premier point que je voulais évoquer, c'était le fait que si tu constates qu'un de tes concurrents t'a piqué tes conditions générales de vente, en réalité, c'est un acte de concurrence déloyale. Donc ça, c'est un point qui est très important. On l'a évoqué aussi un peu ensemble en amont d'aujourd'hui, mais t'es pas obligé d'avoir tes conditions générales de vente sur ton site internet. C'est très important de les donner à tes clients avec ton devis. Par contre, c'est pas obligatoire de les avoir sur son site internet. Donc ça, c'est un point qui est important parce que parfois on pense que c'est obligatoire et après on constate qu'on se les a fait piquer. Pourquoi c'est un acte de concurrence déloyale ? Tout simplement parce que toi, tu as investi financièrement dans la mise en place de conditions générales de vente conformes. Et donc, le fait qu'on te les pique, c'est de la concurrence déloyale parce qu'on vient parasiter les investissements que toi, tu fais pour développer ton activité conformément à la loi. Donc ça, c'est un premier point, effectivement, de vigilance. Si tu constates que un concurrent t'a piqué tes conditions générales, tu peux tout à fait le contacter et lui indiquer que c'est de la concurrence déloyale et qu'il est prié d'avoir ses propres conditions générales de vente. Et moi, d'ailleurs, ça m'arrive, tu sais, j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent, il nous faut des nouvelles conditions générales de vente. Je dis, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que souvent, il se passe quelque chose si tu appelles ton avocat pour changer. Il dit, en fait, on les avait pris chez un concurrent qui nous a fait un petit courrier pour nous dire qu'on avait 24 heures pour changer nos conditions générales de vente. Sinon, il nous attaquait. Et oui, vas-y. Comment excuse-moi, parce que je sais que les conditions générales de vente, comme je suis une très bonne élève, sont forcément en grande partie des textes de loi obligatoires. Des articles, des trucs, des machins. On n'est pas censé de changer des choses là-dedans. Donc, comment est-ce que moi, je peux savoir que ça sont les miens ? Alors, typiquement, déjà, si elles sont identiques au mot près, tu vois, il y en a qui sont forts, ils vont les prendre, ils vont un peu les parapher, donc là, c'est plus difficile, effectivement, à identifier. Mais on a des concurrents pas très malins qui, parfois, ça m'est même arrivé, ils oublient de changer, tu sais, si ton nom, il est un peu plus loin sur une adresse contact à la fin de tes conditions, ils laissent la mauvaise adresse contact. Donc là, bon, c'est évident. J'ai envie de dire, c'est presque pas des concurrents, en fait, pour le coup. Oui, voilà. C'est aussi, effectivement. Mais donc, tu vas avoir cet élément-là, vraiment ce qu'on appelle la copie servile, c'est-à-dire au mot près. Tes conditions générales, en général, même si effectivement tu as ce que la loi impose et donc ce au quoi tu ne pourras pas déroger, tu peux toujours adapter et avoir des petites spécificités qui te sont propres. Donc effectivement, si tu identifies que c'est toutes tes petites spécificités, elles se retrouvent systématiquement, c'est curieux. Sachant que tu n'es pas obligé de partir aussi tout de suite sur le courrier d'avocat. Tu peux prendre attache avec la personne en disant, j'ai l'impression que vous avez pris peut-être par inadvertance, sans doute pas vous, mes conditions générales. Et donc, merci. Voilà. Après, c'est vrai que tu vois, tu as le cadre légal qui est le même. Puis, tu as aussi, tu vois, moi, en tant qu'avocat, je sais que je ne change pas, il y a des phrases, je ne les change pas systématiquement. J'adapte pour mes clients, mais il y a quand même le corps des conditions qui reste sensiblement souvent le même. Donc, faut peut-être faire attention aussi avant d'attaquer quelqu'un.
Surtout quand tu te dis, mais du coup, tu as travaillé avec Élodie, parce que je trouve que ça ressemble beaucoup. Ouais. C'est pas qu'Élodie, elle a pas fait ce travail. C'est juste que tu as des choses qui ne peuvent pas changer Ouais. et tu as une structure de document où ça se défile toujours dans le même sens. L'autre point, c'est si on a copié ta charte graphique. Oui. Tu vois, qui te permet d'identifier aussi que et souvent quelqu'un qui te copie va te copier sur plein de choses. Donc il va prendre tes conditions générales de vente, il va avoir une charte graphique qui ressemble à ce que tu as fait. Si tu as un site internet, il va curieusement avoir les mêmes mentions légales que toi sur son site internet, voir les mêmes rubriques. Ça aussi, c'est un point qui est important. Effectivement, on fait le même métier. Vous faites le même métier, Ouais, donc bien sûr. c'est normal qu'il y ait un formulaire contact, un formulaire présentation. Bien sûr. Mais quand c'est trop prégnant, là, c'est de la concurrence déloyale. La concurrence en France, c'est libre. Il y a un principe de libre concurrence. Donc, la concurrence déloyale, c'est vraiment le critère, c'est la déloyauté. C'est le fait de nuire à l'autre. Ouais, voilà. C'est la volonté de nuire ou en tout cas de profiter indûment de ce que l'autre fait. Tu vois, par exemple, ça dévie un peu des conditions générales, mais c'est sur tous les aspects communication. Bien sûr. Si tu as ta propre page Instagram, moi, ça c'est arrivé à une de mes clientes, donc elle avait sa page Instagram. Elle faisait un post sur un sujet, par exemple un post sur l'ambiance scandinave, et tu avais une autre archi d'intérieur qui systématiquement refaisait un post dans les 24 heures sur les mêmes thèmes qu'elle. Alors, c'était pas la même photo, c'était pas le même texte, mais c'était tout le temps le même thème. Ouais. Et donc, du coup, on a fini par lui faire un petit courrier en lui disant, écoutez, il y a plein de thèmes. Arrêtez dans les 24 heures qui suivent de prendre notre thème. Trouvez d'autres. Et de prenez l'année à l'envers. Voilà, et de demander à ChatGPT, de donner à ChatGPT nos posts en lui demandant de faire pareil mais différent. Et donc ça, c'est de la concurrence déloyale parce que c'est ce qu'on appelle du parasitisme. Le parasitisme, c'est le fait de se mettre dans le sillon de quelqu'un, de la notoriété de quelqu'un et d'en profiter de manière indue. D'accord. Est-ce que j'ai une question qui me vient pour le coup? Est-ce que parce que ce qui est peut-être parce que peut-être il n'y a pas forcément une réponse à ça, mais il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu un devis que j'avais fait un devis. Et on était effectivement en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai donc fait un vrai devis. Et puis la personne en face a proposé, puisqu'elle était en lancement, de faire le projet pour le prix d'un apéro. Oui. Payez-moi un apéro et moi je vous fais le projet. Est-ce que ça c'est déjà dans mon cœur, c'est du concurrence déloyale, hein? Est-ce que dans la réalité ça en est? Alors ça peut effectivement en être, le fait de casser les prix. Ça peut effectivement en être. Après, la difficulté, je vais être honnête, que tu vas avoir, c'est la preuve. Parce que si ça arrive sur un client, ça va être très difficile concrètement d'aller mettre en évidence là où tu vas plutôt pouvoir agir concrètement, juridiquement, ça va être en cas de répétition. Tu vois, si tu as systématiquement ce concurrent ou que tu arrives à démontrer que ce concurrent systématiquement sur tes clients te dénigre peut-être en disant elle est beaucoup trop chère. Voilà, donc là le dénigrement, ça va être de la concurrence déloyale. Oui. En fait, juste le fait de casser le prix, ça va pas être suffisant pour avoir un dossier, un bon dossier pour y aller sur de la concurrence déloyale, mais ça reste de la concurrence déloyale. Bien sûr. Parce que tu casses les prix, tu casses le marché, mais tu peux jamais reprocher à quelqu'un d'avoir sa propre pratique tarifaire. Non. Peut-être qu'il gagne de l'argent ensuite sur d'autres choses. Je conçois l'idée de le faire. Hein. Il faut au départ avoir des réalisations. C'est ça. Je comprends. Là où il faut se protéger, donc on a parlé de la copie des documents contractuels, etc. Par contre, tu vois, pour cette personne-là, typiquement, si elle propose aussi ces tarifs si bas, c'est que elle a peut-être pas investi dans des documents contractuels conformes, ou alors qu'elle a des pratiques commerciales qui sont pas conformes au droit de la consommation, ce qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses. Et en fait, ça, c'est de la concurrence déloyale. Ne pas respecter, quand tu as un de tes concurrents qui ne respecte pas une norme ou une réglementation, alors que toi, tu la respectes,
et ben c'est de la concurrence déloyale parce qu'en fait, ils bénéficient d'un avantage à ne pas respecter cette réglementation. Là, tu vois, on parlait du prix, mais on le voit aussi, moi, chez certains clients qui me disent nos conditions générales de vente, elles sont longues, ça fait peur aux clients. Parce qu'ils préfèrent un petit recto verso. Bon, déjà, la personne qui a le recto verso, elle n'est pas protégée, donc elle prend son risque. Mais surtout, en réalité, comme elle n'a pas des conditions générales de vente conformes, et ben c'est de la concurrence déloyale aussi. Oui, bien sûr. Donc plutôt que cette personne, si tu à un moment, tu vois, tu vois le caractère systématique, plutôt que de lui dire vous cassez les prix, c'est de la concurrence déloyale. T'as plutôt l'idée de lui dire vous n'avez pas des documents conformes au droit de la consommation ou à d'autres réglementations. Tu vois, s'il y a des normes qui s'imposent. On n'aura pas assez le temps pour parler de tout, mais en tout cas, si tu constates que quelqu'un exerce l'activité dans des conditions qui sont pas conformes à la loi, ça, c'est de la concurrence déloyale. On a parlé non seulement en amont, parce qu'on discute forcément un peu en amont, parce qu'il y a trop de sujets et sinon on va jamais arriver à quelque chose. On a aussi parlé de la concurrence déloyale qui est pas forcément restreint au niveau de on se restricte pas au niveau de nos consoeurs et confrères, mais aussi tout ce qui est autour. Tout à fait. Et effectivement, on en a parlé quand on a préparé. Contrairement à une idée reçue, la concurrence déloyale, c'est pas que entre concurrents. La concurrence déloyale, ça peut aussi, ça vient de toute entreprise tiers. Et donc, typiquement, dans vos domaines d'activité, ça peut venir de vos sous-traitants. Ça peut venir aussi de professions, on va dire, annexes, connexes. On a parlé des maîtres d'œuvre. Donc, tu vois, c'est pas parce que toi t'es architecte d'intérieur et que t'as un maître d'œuvre ou je sais pas moi même un électricien, tu vois, qui s'inventerait soudainement une passion pour faire un peu d'archi d'intérieur. Et si cette personne-là a ces fameux comportements dont on a parlé, te pique tes conditions générales, copie ta stratégie de communication, copie ta charte graphique ou tes signes distinctifs, etc. Ne respecte pas une réglementation. Même s'il n'est pas ton concurrent direct parce qu'il n'est pas archi d'intérieur, en réalité, ça reste un sujet de concurrence déloyale. J'ai une question assez précise parce que ça arrive à des consoeurs à moi. Il y en a une qui a refait son logo. Les deux sont au même endroit, physiquement, on va dire, dans le même secteur. Elles font la même chose. Et donc, il y a la première qui fait sa charte plus son logo avec l'agence de communication. 6 semaines plus tard, l'autre le fait aussi, avec la même agence de communication. Et il se trouve que l'agence, j'ai une opinion sur l'agence, mais ça n'a rien à voir avec le podcast, donc je me la garde, propose donc à 2 consoeurs 2 logos. C'est des logos écrits, et les 2 fois, elle utilise exactement le même la même police. Ouais. Est-ce que ça, quelque part, puisque l'un ou l'autre, les deux trouvent ça pas forcément cool, ça n'est pas leur intention, est-ce que ça peut monter à de la concurrence déloyale? Alors, en tant que tel, c'est de la concurrence déloyale malgré tout. Parce que contrairement à en plus, là, tu vois, tu parles de logo, mais pas forcément de dépôt de marque. La concurrence déloyale, c'est indépendamment d'un dépôt de marque. Donc, à partir du moment où tu as une charte graphique, tu peux la protéger. D'autant plus, là, en plus, elles sont sur le même territoire, tu as des risques de confusion. Alors après, il faudrait voir effectivement les logos parce que la même police, ça dépend à quel point elle est distinctive, tu vois, et qu'est-ce que tu as écrit avec la même police parce que si t'écris Élodie Bertrand Esquel et ensuite tu prends un autre nom complètement différent dans la même police, il y a une question de couleur aussi. Même si c'est pas l'objet du podcast, il y a un sujet avec l'agence de com. Oui, je pense. Voilà. Mais en tant que tel, effectivement, si tu as quelqu'un qui a... moi, ça c'est arrivé à une de mes clientes. Elle a créé son logo. Derrière, elle a une amie d'école, tu vois, qui la suit sur les réseaux, qui a fait son propre logo quelques semaines plus tard,
qui étaient franchement quasiment identiques. Mmh. C'est compliqué, t'as tes relations d'amitié, etc. Mais Ouais. juridiquement, objectivement, c'est de la concurrence déloyale parce que ma cliente, elle a passé du temps à chercher une idée, elle a mobilisé du temps et ce temps-là, elle l'a pas mobilisé sur son développement, sur le fait d'aller voir un Mmh. client potentiel, sur Elle a investi, elle a voilà. voilà. Tu vois, même quand c'est toi, parce que tu pourrais te dire, au final, je l'ai fait moi-même sur Ouais. Internet. Donc, non, en fait, dans tous les cas, c'est du temps que tu as mobilisé. Donc, le fait que quelqu'un vienne faire une copie, ça reste de la concurrence déloyale. Okay. Avant de clôturer cet épisode de la concurrence déloyale, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de l'utilisation des photos sur parce qu'au départ forcément on va commencer à faire des mood boards parce qu'on n'a pas encore des réalisations, on va peut-être faire un blog, on va utiliser des photos peut-être libres de droit ou des consoeurs pour justement illustrer ce qu'on a envie en fait pour nous de mettre en place. C'est quoi les règles à suivre quand on utilise les photos des autres sur les réseaux? Sans que, pour le coup, ça devient de la concurrence déloyale, tu vois. C'est ça, exactement. Écoute, effectivement, mais tu l'as dit, toi, dans ta présentation, déjà, le premier préalable, c'est de savoir si c'est libre de droit ou pas. Ouais. Il y a plein de sites, il y a plein de droit, sites, voilà, etc. C'est vrai qu'ensuite, normalement, c'est préférable de demander préalablement l'autorisation. Parce que effectivement, souvent, on pense qu'on a pris la photo et du coup, qu'on a cité la source. Ouais. Donc on peut penser que c'est suffisant puisqu'on renvoie sur le site effectivement de la consoeur, typiquement. C'est pas forcément toujours le cas. Parce que effectivement, on en a parlé, en concurrence déloyale, tu peux avoir des questions de parasitisme. Et donc, c'est s'inscrire dans le sillage. Après, voilà, il y en a en plus qui sont bien informés, qui en profitent pour faire des excès de zèle. Là où ils pourraient tout simplement indiquer, en fait, vous pouvez pas utiliser ma photo, merci de la retirer. Ouais. La photo est retirée. Éventuellement dire, il y a un petit préjudice, éventuellement. Quand c'est un acte isolé et que le retrait a été fait et qu'il y a des excuses qui ont été présentées, il y en a malheureusement aujourd'hui, tu vois, c'est dans le sens inverse, qui en profitent parce qu'ils savent qu'ils ont des droits sur leurs photos, ce qui est normal, mais qui en profitent pour faire des actions contre d'autres, contre leurs concurrents, pour leur demander des grosses indemnités et du coup, là, détruire la concurrence dans l'autre sens. Donc là, de mon point de vue, c'est aussi un comportement abusif qui est pas normal, mais pour le coup, qui rentre dans le cadre d'une qualification légale. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire demander en amont, éviter de cibler tout le temps la même personne aussi. Parce que ça, tu vois, objectivement, ça peut quand même, malgré tout, être de la concurrence déloyale. Si toi, tu as quelqu'un qui systématiquement prend ton travail, même s'il renvoie sur ton site et qui donne ton nom, il y a un moment, tu es susceptible de me dire, écoute, Élodie, au début, ça m'a plu, c'était une photo, ça, voilà. Là, maintenant, c'est systématique à chaque fois que je fais quelque chose. Alors d'accord, elle adore mon travail, c'est bien, mais en fait, ça reste mon travail et elle se fait connaître en utilisant mon travail. Ce qui est pas bien pour elle ni pour moi. Voilà, ça crée une confusion en fait. Bien sûr. Donc c'est le point sur ces usages de photos. Demander l'autorisation préalablement. Si ça pose pas de problème, ça pose pas de problème. Tracer, parce qu'en plus la personne qui derrière changerait d'avis t'aurait dit qu'elle était d'accord. Et d'ailleurs c'est pareil avec les clients. On en reparlera peut-être, mais quand t'as un accord, c'est bien de tracer l'accord. Parce que ça évite des problématiques derrière. Alors t'as si tu veux les supports que tu peux modifier facilement, mais t'as des supports où la modification est moins simple. Tu vois, les supports papier, les présentations, les avis, enfin tout ce qui est sur les avis, Google, etc. C'est compliqué de demander à Google d'enlever quelque chose. Donc avant de mettre ce type de publication de photos, il faut faire attention et s'assurer que la personne était d'accord préalablement. Bon, super. Merci beaucoup, Élodie. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Et puis, la prochaine fois, on va passer du temps vraiment à parler en détail des conditions générales de vente. J'ai hâte. Moi aussi, à bientôt. Salut.